Ma sœur a exigé 185 000 € de mes économies durement gagnées pour sauver sa soi-disant maison de rêve. J'ai dit non, j'ai réservé un aller simple pour le Canada et j'ai disparu à tout jamais. Quelques heures plus tard, mon père m'envoyait un texto. Paie sa dette ou tu es morte pour nous. Il ne savait pas qu'à minuit, j'avais déjà vidé tous les comptes communs et que la police était en route. Je m'appelle Soline et la semaine dernière, j'ai détruit ma famille pour sauver ma vie. Avant de vous raconter comment j'ai transformé ma vie en un thriller policier, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer ma voix voyager à travers le monde. Revenons à ce mardi fatidique. Je vis à Nantes, dans un appartement que la plupart des gens qualifieraient de clinique. Murs blancs, meubles scandinaves minimalistes, aucune photo de famille sur les étagères. Je suis actuaire. Mon métier consiste à calculer les risques, à évaluer les probabilités de catastrophe et à mettre un prix sur l'incertitude. Je suis doué pour ça. Les chiffres sont rassurants. Ils ne mentent pas, ils ne manipulent pas, et surtout, ils ne vous appellent pas en pleurs un mardi soir pour vous demander de l'argent. À 32 ans, pour le monde extérieur, je suis une femme célibataire, un peu austère, qui conduit une Peugeot 208 vieille de 6 ans et qui apporte sa propre salade au bureau pour ne pas dépenser à la cantine. Ce que personne ne sait, c'est que mon austérité cache une fortune. J'ai accumulé un patrimoine net de près de 380 000 €. C'est ma forteresse. C'est le mur que j'ai bâti euro après euro pour m'assurer que je n'aurai jamais, au grand jamais, besoin de dépendre de qui que ce soit. La dépendance est un piège. J'ai appris cette leçon très jeune, en observant mes parents, Bernard et Chantal, gérer leurs finances comme on conduit une voiture sans frein dans une descente. Ce soir-là, j'étais assise à ma table en verre, analysant un dossier complexe pour une fusion d'assurance, quand mon téléphone a vibré. L'écran s'est allumé. Maëlys. Ma petite sœur. 29 ans, et toujours l'âge mental d'une adolescente gâtée. J'ai hésité. Un appel de Maëlys signifiait toujours l'une de ces trois choses. Elle s'était disputée avec Cédric, son mari. Elle avait besoin que je valide ses choix de vie douteux. Ou, le plus souvent, elle avait besoin d'argent. J'ai laissé sonner 2 fois, le pouce suspendu au-dessus du bouton rouge. Mais l'habitude est une seconde nature. Je suis la grande sœur. La responsable. Celle qui répare. J'ai décroché. Allô ? Soline. Oh mon Dieu, tu as décroché. Sa voix était aiguë, teintée d'une hystérie joyeuse qui sonnait faux. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Maëlys ? Ai-je demandé, sans préambule. Pourquoi es-tu toujours si froide ? Je t'appelle pour une bonne nouvelle. Maman et papa veulent que tu viennes dîner à Angers ce week-end. C'est impératif. Cédric et moi avons une annonce énorme à faire. Mon estomac s'est noué. Une annonce énorme. La dernière fois, c'était pour leur mariage grandiose qu'ils ne pouvaient pas se payer, et j'avais fini par régler la facture du traiteur pour éviter l'humiliation publique à mes parents. Je ne peux pas, Maëlys. J'ai beaucoup de travail. Mon patron parle de m'envoyer à Montréal pour une mission de longue durée, je dois préparer mon dossier. Montréal ? Elle a craché le mot comme si c'était une insulte. Tu ne vas pas partir maintenant. Pas quand on a besoin de toi, enfin, pas quand la famille doit être réunie. S'il te plaît, Soline. Maman fait son bœuf bourguignon. Et, regarde ce que je viens de t'envoyer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une photo. C'était une échographie. Un petit grain gris au milieu d'un écran noir. Tu es enceinte ? Ai-je soufflé. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes, a-t-elle pleurniché. On construit notre avenir. On a besoin de la marraine. On a besoin de toi. J'ai fermé les yeux. Le piège s'était refermé. Si je refusais de venir après l'annonce d'une grossesse, je serais le monstre. Le vilain petit canard égoïste qui déteste les enfants. Je connaissais la chanson par cœur. D'accord, ai-je dit, sentant une lourdeur envahir mes épaules. Je viendrai samedi soir. Mais je repars dimanche matin. Tu es la meilleure, a-t-elle crié avant de raccrocher précipitamment. J'ai reposé le téléphone. Le silence est retombé dans mon appartement, mais il n'était plus apaisant. Il était chargé d'électricité statique. J'ai regardé l'échographie à nouveau.
Quelque chose me dérangeait. Il n'y avait pas de nom, pas de date sur le cliché. Juste l'image. Mais j'ai chassé ce doute. Maëlys était peut-être immature, mais elle ne mentirait pas sur une vie humaine, n'est-ce pas? Je ne savais pas encore que ce mensonge n'était que la pointe de l'iceberg. Je ne savais pas que ce week-end marquerait la fin de ma vie telle que je la connaissais. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre, regardant les lumières de Nantes. J'ai eu un pressentiment terrible, une voix intérieure qui me criait « Fuis ! Ne monte pas dans cette voiture samedi !» Mais je n'ai pas écouté. J'ai préparé mon sac, j'ai mis mes dossiers en ordre, et j'ai marché droit vers l'abattoir. Le trajet entre Nantes et Angers dure environ 1 heure par l'autoroute A11. Ce samedi-là, sous un ciel gris et pluvieux typique de la région Pays de la Loire, chaque kilomètre me semblait être une épreuve physique. Je serrais le volant de ma Peugeot si fort que mes jointures étaient blanches. Pourquoi cette angoisse? Parce que retourner à Angers, c'était retourner dans le passé. C'était redevenir la petite Soline de 10 ans, celle qui portait les vêtements d'occasion des cousines, tandis que Maëlys, le petit ange blond, avait droit à des robes neuves pour ses récitals de danse. Je me souvenais d'une scène précise. J'avais 16 ans. J'avais travaillé tout l'été à cueillir des pommes pour me payer mon permis de conduire. Quand j'avais annoncé fièrement à mon père que j'avais réussi l'examen, il avait à peine levé les yeux de son journal. Bien. Maintenant, débrouille-toi pour l'assurance. 2 ans plus tard, quand Maëlys a eu 18 ans, ils lui ont offert une Twingo d'occasion avec un gros nœud rouge. Quand j'avais protesté, ma mère m'avait servi ce sourire triste et condescendant. Soline, tu es une battante, tu sais te débrouiller. Ta sœur est plus fragile. Elle a besoin d'aide. Fragile. C'était le mot de code familial pour dire pourri gâté. Je suis sortie de l'autoroute et j'ai navigué à travers les rues familières de mon enfance. La maison de mes parents se dressait au bout d'une impasse. C'était une grande bâtisse des années 70, qui avait dû être belle autrefois, mais qui montrait maintenant des signes de fatigue, volets écaillés, jardin en friche. Mes parents vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des décennies, maintenant les apparences au prix de crédit à la consommation qui s'empilaient comme des briques instables. Dans l'allée, il y avait 2 voitures. La Citroën C5 poussive de mon père, et une énorme BMW X5 noire, rutilante. C'était une voiture de location, je le voyais à la plaque d'immatriculation. C'était la voiture de Cédric. Cédric, mon beau-frère. Un homme qui se présentait comme entrepreneur mais dont personne ne savait vraiment ce qu'il vendait, à part du vent. Je me suis garé humblement dans la rue, laissant l'aller au important. À peine avais-je coupé le moteur que la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère, Chantal, est apparue. Elle portait son tablier à fleurs, celui des grands jours. Elle s'est avancée vers moi et m'a serré dans ses bras. Une étreinte trop forte, trop longue. Une étreinte qui ressemblait plus à une menotte qu'à un accueil. « Tu as mauvaise mine, Soline, a-t-elle dit en me relâchant, me scannant de la tête aux pieds. Tu es pâle. Tu manges correctement? Ou tu continues à économiser sur la nourriture pour remplir tes comptes en banque? » Le ton était badin, mais la pique était là. Toujours. Je vais bien, maman. Je travaille beaucoup, c'est tout. Je suis entrée. L'odeur du bœuf bourguignon emplissait le couloir. C'était une odeur de confort, de dimanche en famille, mais aujourd'hui, elle me donnait la nausée. Dans le salon, mon père, Bernard, était assis dans son fauteuil en cuir usé, regardant un match de rugby. Il a grogné un salut la grande sans se lever. Sur le canapé, Maëlys et Cédric trônaient comme un couple royal. Maëlys portait une robe ample, une main posée ostensiblement sur son ventre encore plat. Cédric, lui, portait une montre trop grosse et un sourire trop large. Soline. La voilà, la femme d'affaires, s'est exclamé Cédric en se levant pour me faire la bise. Il sentait l'eau de Cologne bon marché et le tabac froid. Alors, il paraît que tu vas conquérir le Canada? C'est une possibilité, ai-je répondu froidement. Et vous? Quelle est cette grande nouvelle, à part le bébé? Maëlys a échangé un regard complice avec Cédric. Il vibrait d'une énergie nerveuse. On en parlera à table, a dit Maëlys. C'est le début d'une nouvelle vie pour nous tous. Nous sommes passés à table. La nappe brodée, la vaisselle des dimanches, les verres en cristal. Mes parents avaient sorti le grand jeu. Mon radar interne s'est mis à hurler. On ne sort pas le cristal pour un simple dîner,
sauf si on a quelque chose à vendre. Ou à demander. Je regardais mes parents, ma sœur, mon beau-frère. Ils semblaient tous jouer une pièce de théâtre dont j'étais la seule spectatrice ignorante. Je ne savais pas encore que le prix du billet allait être exorbitant. J'ai pris une gorgée de vin rouge bon marché que mon père avait versé. Il avait un goût de vinaigre. Ou peut-être était-ce juste le goût amer de ce qui allait arriver. Le dîner a commencé par des banalités. On a parlé de la météo, de la santé de la tante Yvette, des résultats du club de foot local. Mais la tension était palpable, comme une corde de violon trop tendue prête à claquer. Cédric remuait sans cesse sur sa chaise, et Maëlys ne touchait pas à son assiette, ses yeux brillants fixés sur moi avec une intensité dérangeante. Au milieu du plat principal, alors que ma mère servait une deuxième louche de sauce, Cédric s'est raclé la gorge. C'était le signal. Bon, a-t-il commencé, en posant ses coudes sur la table, ce que ma mère détestait d'habitude mais qu'elle ignora cette fois. Vous savez que Maëlys et moi, avec le bébé qui arrive, on cherche à se stabiliser. On veut offrir ce qu'il y a de mieux à notre enfant. C'est normal, a approuvé mon père en hochant la tête gravement. On a trouvé la maison parfaite, a enchaîné Maëlys, sa voix tremblant d'excitation. Elle a sorti son téléphone et a fait glisser une photo vers moi. Regarde, Soline. C'est à 10 minutes d'ici. Une ancienne maison de maître. 4 chambres, un jardin immense, une verrière. J'ai regardé la photo. C'était effectivement une belle bâtisse, imposante, avec du caractère. Beaucoup trop de caractère pour le budget d'une réceptionniste à mi-temps et d'un vendeur de voitures d'occasion aux revenus fluctuants. Elle est magnifique, ai-je admis, prudente. Et le prix ? C'est là que c'est incroyable, a dit Cédric. C'est une vente urgente. Les propriétaires divorcent, ils bradent. 450 000 €. C'est une affaire en or. 450 000 €. Je savais que Cédric et Maëlys n'avaient aucune épargne. Ils vivaient de chèque de paie en chèque de paie, finançant leurs vacances à Ibiza avec des crédits renouvelables. Et la banque, ai-je demandé, coupant court à l'enthousiasme. Vous avez eu une préapprobation ? Le sourire de Cédric s'est figé un instant. C'est compliqué. Les banques sont frileuses en ce moment. Ils disent que notre taux d'endettement est un peu limite à cause de la voiture et de quelques crédits conso. Mais c'est juste de la bureaucratie. Alors, quel est le plan ? Ai-je insisté. Je sentais le piège arriver. Maëlys a pris ma main par-dessus la table. Ses paumes étaient moites. On a besoin d'un apport plus conséquent pour rassurer la banque et faire passer le dossier. Et on a besoin de payer un acompte immédiat pour bloquer la vente, car il y a d'autres acheteurs sur le coup. Combien ? Ma voix était devenue glaciale. Le silence est tombé sur la table. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge comtoise dans le couloir. 185 000 € a lâché Cédric. J'ai failli m'étouffer avec ma salive. 185 000 ? Vous plaisantez ? Ce n'est pas un don, s'est empressé d'ajouter Cédric. C'est un prêt relais. Une sorte d'investissement familial. Dès qu'on a la maison, on refinance dans 1 an ou 2, quand ma boîte aura décollé, et on te rembourse avec intérêt. On te donnera 5% de plus. J'ai regardé mes parents. Ils ne semblaient pas choqués. Ils fixaient leurs assiettes, fuyant mon regard. Ils savaient. Ils étaient complices de cette embuscade. C'est impossible, ai-je dit calmement. Je n'ai pas cette somme liquide qui traîne. On sait que tu l'as, a coupé Maëlys, sa voix durcissant. Maman nous a dit. Elle a dit que tu avais des placements, des comptes titres, des assurances vie. Tu as presque 400 000 €, Soline. Tu es riche. Je me suis tournée vers ma mère. Elle a rougi. Tu discutes de mes finances avec eux ? On est une famille, Soline, a balbutié ma mère. On ne se cache rien. Ta sœur est dans le besoin. C'est pour le bébé. Tu ne vas quand même pas laisser ton neveu ou ta nièce grandir dans un HLM alors que tu as de l'argent qui dort ? L'argent ne dort pas, maman. Il travaille pour ma retraite. Pour ma sécurité. J'ai reporté mon attention sur Cédric. Et il y a quelque chose qui cloche. Un acompte pour bloquer une vente, c'est 10%, maximum. Soit 45 000 €. Pourquoi 185 000 ?
Et pourquoi la banque refuse vraiment? Un refus de prêt, ce n'est pas de la bureaucratie, c'est une analyse de risque. Vous êtes insolvable. Cédric a serré les poings. Son visage est devenu rouge. Tu te crois supérieur avec tes analyses de risque, hein? Tu penses qu'on est des ratés? On essaie de construire quelque chose. On te demande de l'aide, pas une leçon de morale. C'est une somme astronomique, ai-je répété. Et légalement, je ne peux pas vous prêter ça sans déclaration, sans garantie. On s'en fout de la loi, a crié Maëlys. On a besoin de cet argent lundi. Sinon on perd la maison. Lundi. Nous étions samedi soir. L'urgence. La pression. L'hystérie. Tous les signaux d'alarme clignotaient au rouge vif. Ce n'était pas pour une maison. Personne n'achète une maison en 48 heures avec du cash. Je les ai regardés, tous les quatre. J'ai vu la cupidité dans les yeux de Cédric, le désespoir infantile dans ceux de Maëlys et la lâcheté dans ceux de mes parents. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. J'ai posé mes couverts avec un tintement délibéré sur la porcelaine fine. J'ai redressé mon dos, adoptant ma posture professionnelle, celle que j'utilise en salle de réunion face à des directeurs financiers. Non, ai-je dit. Le mot était simple, court, absolu. Il a claqué dans l'air comme un coup de fouet. Maëlys a cligné des yeux, comme si je venais de parler une langue étrangère. Quoi? Mais, tu n'as pas compris. On te remboursera. J'ai très bien compris, ai-je répondu, ma voix ferme malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Je ne vous prêterai pas 185 000 euros. Je ne mettrai pas en péril mon avenir financier pour un projet qui n'est pas viable. Vous n'avez pas les moyens d'acheter cette maison. Si la banque dit non, c'est qu'il y a une raison. L'effet a été immédiat. Maëlys a éclaté en sanglots. De vraies larmes de rage et de frustration. Tu es un monstre, a-t-elle hurlé. Tu veux que je perde mon bébé? Le stress est mauvais pour le bébé. Tu veux que je fasse une fausse couche, c'est ça? Elle jouait la carte ultime. Le chantage émotionnel sur un enfant qui n'était même pas encore né. Arrêtez-vous une seconde. Si votre famille utilisait la santé d'un enfant à naître pour vous extorquer de l'argent, que feriez-vous? Céderiez-vous par culpabilité ou tiendriez-vous bon? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieuse de voir si je suis la seule à trouver ça impardonnable. Ça suffit, a tonné mon père. Bernard s'est levé, renversant sa chaise. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Je t'interdis de faire pleurer ta sœur. On t'a nourri, logé, éduqué. Cet argent, c'est aussi le nôtre quelque part. C'est l'argent de la famille. L'argent de la famille? J'ai ri, un rire sec et amer. Quand j'ai dû payer mes études, c'était débrouille-toi. Quand j'ai eu besoin d'une caution pour mon premier appart, c'est en est un peu juste ce mois-ci. Mais maintenant que j'ai réussi seule, soudain, c'est notre argent? Tu es égoïste, Soline a sifflé ma mère. Elle ne criait pas, elle, mais ses mots étaient venimeux. Tu as toujours été froide. Jalouse de ta sœur parce qu'elle sait se faire aimer, elle. Toi, tu n'as que tes chiffres. Tu finiras seule, vieille et riche, mais seule. Et ce jour-là, ne viens pas pleurer. Ces mots m'ont transpercée. C'était ma plus grande peur, jetée à mon visage par ma propre mère. Je préfère être seule que d'être entourée de parasites, ai-je répliqué, me levant à mon tour. J'ai attrapé mon sac à main. Où tu vas? A demandé Cédric, menaçant. Il s'est interposé entre moi et la porte du salon. Je rentre chez moi. Poussez-vous, Cédric. On n'a pas fini de discuter. Il nous faut cet argent. Il a avancé d'un pas. C'était de l'intimidation physique. Si tu ne te pousses pas, j'appelle la police, ai-je dit, sortant mon téléphone. Et je porterai plainte pour séquestration. Il a hésité. Il a regardé mon père, cherchant du soutien, mais mon père a baissé les yeux. Cédric a reculé en jurant. Casse-toi, alors. Radine. Je suis sortie de la maison sans me retourner. J'ai marché jusqu'à ma voiture sous la pluie battante, tremblante de rage et d'adrénaline. J'ai démarré le moteur. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu la silhouette de ma mère à la fenêtre.
Elle ne bougeait pas. Elle me regardait partir comme on regarde un étranger. J'ai roulé. Je voulais mettre le plus de distance possible entre moi et cette maison toxique. Mais à peine étais-je sur l'autoroute que mon téléphone a commencé à s'affoler. Ding. 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 C'était le groupe WhatsApp familial Famille Bonheur, quelle ironie. Maëlys avait posté une photo d'elle en larmes avec la légende « Traître par ma propre sœur ». Le bébé et moi sommes sous le choc. Puis les messages des tantes et oncles ont commencé à pleuvoir. Tante Yvette, Soline, comment peux-tu? C'est une honte. Oncle Marc, on ne laisse pas tomber la famille. Appelle ta sœur et excuse-toi. Cédric, en message privé, tu vas le regretter. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je ne savais pas encore à quel point cette dernière menace était réelle. Je pensais que c'était juste de la colère. Je ne savais pas que je venais de signer mon arrêt de mort aux yeux de gens désespérés. Je suis rentrée à Nantes à 2 heures du matin, épuisée, les yeux brûlés par les larmes que je refusais de laisser couler. J'ai verrouillé ma porte à double tour, mis la chaîne de sécurité, et je me suis effondrée sur mon canapé. Le dimanche a été un enfer silencieux. J'ai éteint mon téléphone pour échapper au harcèlement numérique, mais l'angoisse me rongeait. Lundi matin, je suis arrivée au bureau, espérant trouver refuge dans la normalité de mon travail. À peine avais-je allumé mon ordinateur que mon patron, Monsieur Dubois, m'a convoqué. Il avait l'air gêné. « Soline, asseyez-vous. Nous avons reçu un email étrange ce matin. Anonyme. » Il a tourné son écran vers moi. L'email disait « Il est de votre devoir de savoir que votre employé, Solinelle, détourne des fonds de l'entreprise pour financer des jeux d'argent en ligne. Elle manipule les chiffres. Vérifiez vos comptes. » J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était eux. C'était la vengeance. C'est faux, Monsieur Dubois. C'est une vendetta familiale. Ma famille essaie de me nuire parce que j'ai refusé de leur prêter de l'argent. Heureusement, Monsieur Dubois me connaissait. Il connaissait ma rigueur absolue. Je m'en doutais, Soline. L'adresse IP a été tracée, ça vient d'un cybercafé à Angers. Et nos audits sont impeccables. Mais faites attention. Il semble prêt à tout pour salir votre réputation. Je suis sortie de son bureau en tremblant. Ils attaquaient ma carrière. Ma seule source de fierté et de sécurité. Le soir même, en sortant du travail, je me dirigeais vers le parking souterrain. Il faisait sombre. Mes pas résonnaient sur le béton. Soudain, une ombre a surgi derrière un pilier. Soline. J'ai sursauté, laissant tomber mes clés. C'était Cédric. Il portait une capuche, mais je reconnaissais sa voix mielleuse qui était devenue menaçante. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je crié, reculant vers l'ascenseur. « Je suis venu te raisonner. On n'a plus le temps pour les gamineries. Il nous faut le virement demain. » Il s'est approché. Il avait l'air cerné, fiévreux. « Je t'ai dit non. Laisse-moi tranquille. » « Tu ne comprends pas » a-t-il hurlé, sa voix résonnant dans le parking vide. « Ce n'est pas juste une maison. Si je ne paie pas, il va m'arriver des bricoles. Et à Maëlys aussi. » « Il ? Qui ça, il ? Tu as des dettes de jeu, Cédric, ai-je deviné. C'est ça ? Les 185 000 €, c'est pour des usuriers ? Son visage s'est décomposé. J'avais touché juste. Ça ne te regarde pas. Paix, c'est tout. Sinon. Il a sorti un couteau de sa poche. Une petite lame, mais une lame quand même. Il a passé le long de la carrosserie de ma Peugeot, produisant un grincement insupportable. Une longue rayure blanche est apparue sur la peinture noire. La prochaine fois, ce ne sera pas la voiture, a-t-il murmuré. Il a tourné les talons et s'est enfui en entendant une autre voiture arriver. Je suis restée là, paralysée. Ce n'était plus un drame familial. C'était une extorsion criminelle. Ma vie était en danger. J'ai conduit jusqu'à chez moi en regardant constamment dans le rétroviseur. Je ne pouvais pas aller à la police tout de suite, je n'avais pas de preuves, juste sa parole contre la mienne et il nierait tout. Et ma famille témoignerait contre moi. Je devais être plus maligne.
Je devais comprendre l'ampleur du désastre avant de frapper. Mais quand je suis arrivée devant la porte de mon appartement, j'ai vu que la serrure n'avait pas été forcée, et pourtant, la porte était entr'ouverte. Mon cœur s'est arrêté. Ils n'étaient pas seulement au parking. Ils étaient chez moi. J'ai poussé la porte doucement, mon téléphone à la main, prête à composer le 17. Dans mon salon, assis sur mon canapé beige, se trouvaient mes parents et Maëlys. Ils étaient là, comme s'ils attendaient le thé. Maëlys fouillait dans le tiroir de mon bureau, là où je rangeais mes relevés bancaires. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je hurlé. « Sortez de chez moi. » Ma mère s'est levée, lissant sa jupe. « Tu nous as donné un double des clés il y a 5 ans, pour les urgences. » « C'est une urgence, Soline. C'est une violation de domicile. Donnez-moi ces clés. » J'ai arraché le trousseau des mains de ma mère. « On cherche juste à comprendre pourquoi tu nous mens, » a dit mon père, le visage rouge de colère. « Tu dis que tu ne peux pas aider, mais regarde ça. » Il a brandi un vieux relevé de compte qu'ils avaient déterré. « Tu as des actions, des obligations. Tu es assise sur une mine d'or et tu laisses ta sœur mourir de peur. Maëlys ne va pas mourir, Cédric a des dettes de jeu. » « C'est ça la vérité, » ai-je contre-attaqué. Maëlys a blêmi. « Ce n'est pas vrai. C'est pour la maison. » « Arrête de mentir, » ai-je crié. Il m'a menacé avec un couteau. Cédric est impulsif, a minimisé ma mère, comme si menacer quelqu'un avec une arme était un trait de caractère anodin. Il est stressé. Mais Soline, écoute. Si tu ne veux pas toucher à tes économies personnelles, utilise l'autre compte. Je me suis figée. Quel autre compte ? Mon père a échangé un regard furtif avec ma mère. Une erreur. Il venait de faire une erreur. Bah, le compte de grand-mère. Le crédit mutuel. On sait qu'il est toujours ouvert. Il est à ton nom, mais c'était l'argent de maman. Tu n'y as jamais touché. Utilise-le. Le compte de grand-mère. J'avais totalement oublié ce compte. Ma grand-mère maternelle m'avait ouvert un livret d'épargne quand j'étais bébé. À sa mort, il y a 10 ans, il y avait environ 15 000 € dessus. Je pensais l'avoir clôturé ou transféré. Je n'avais plus reçu de relevé depuis des années. Comment savait-il qu'il était toujours ouvert ? Une intuition glaciale m'a traversée. « Vous avez accès à ce compte ?» ai-je demandé doucement. « Non, bien sûr que non » a dit ma mère trop vite. « Mais, on reçoit le courrier parfois, à la maison. On a vu passer des lettres. » Des lettres ? Je croyais que tout était dématérialisé. Il mentait. Il cachait quelque chose d'énorme. Je devais les faire sortir pour pouvoir enquêter. J'ai changé de tactique instantanément. J'ai baissé les épaules, feignant la défaite. « D'accord » ai-je soufflé. « Vous avez gagné. » J'ai peur pour Maëlys. Si Cédric doit de l'argent à des gens dangereux, je vais t'aider. Les visages se sont détendus. Maëlys a souri à travers ses larmes. Vraiment ? Oh Soline, merci. Mais je ne peux pas débloquer 185 000 € en une seconde. Il faut que je vende des actions. Ça prend 48 heures. Donnez-moi jusqu'à vendredi. Vendredi, c'est bon, a dit mon père, soulagé. On dira aux vendeurs d'attendre. Encore le mensonge des vendeurs. Maintenant, partez. J'ai besoin de dormir pour gérer ça demain. Ils sont partis, triomphants. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils pensaient avoir gagné. Dès que la porte s'est refermée, j'ai verrouillé, poussé une chaise contre la poignée. Je n'allais pas dormir. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je devais trouver ce qui se passait avec ce compte du Crédit Mutuel. Et ce que j'allais découvrir allait me donner envie de vomir. Le lendemain matin, je me suis porté pâle au travail. J'ai appelé Mireille. Mireille est une ancienne camarade de fac, devenue expert comptable judiciaire. Elle traque les fraudes pour les tribunaux. C'est une femme redoutable qui peut trouver une erreur d'1 centime dans un bilan de 1000 pages. J'ai besoin de toi, Mireille. C'est urgent. Et c'est personnel. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau. J'ai signé une procuration pour qu'elle puisse scanner l'intégralité de ma situation financière,
y compris les comptes dormants ou oubliés enregistrés à la Banque de France. Trouve tout, lui ai-je dit. Tout ce qui porte mon nom ou mon numéro de sécurité sociale. Pendant 1 heure, le seul bruit dans la pièce fut le cliquetis furieux de son clavier. Puis, elle s'est arrêtée. Elle a ôté ses lunettes et m'a regardé avec une pitié que je n'avais jamais vue chez elle. Soline. Assieds-toi bien. Elle a tourné l'écran vers moi. Voici le compte du Crédit Mutuel dont parlait ton père. Le livret à grand-mère. Je regardais les lignes. Il est vide, ai-je constaté. Solde, 12 €. Regarde l'historique, a pointé Mireille. Le compte n'avait jamais été fermé. Au contraire, il était très actif. Tous les mois, depuis 8 ans, il y avait des virements rentrants et sortants. D'où vient l'argent? C'est le pire, Soline. L'argent vient d'un prélèvement automatique sur TON compte courant principal. Celui que tu utilises peu. J'ai écarquillé les yeux. Quoi? Ils ont mis en place un virement permanent de 200 € par mois, intitulé Épargne logement, vers ce compte. Tu ne l'as jamais remarqué car c'était noyé dans tes charges. Et dès que l'argent arrivait sur le livret, il était retiré en espèces au distributeur d'Angers. Mes parents me volaient 200 € par mois depuis 8 ans. Près de 20 000 €. Mais comment? Il faut ma signature. Ils l'ont imité. Regarde ce scan de bordereau. C'était ma signature. Enfin, une version tremblotante de ma signature. Faite par ma mère. Mais ce n'était pas tout. Il y a autre chose, a continué Mireille d'une voix grave. Un crédit à la consommation chez Sofinco. Ouvert il y a 3 ans. À ton nom. Montant, 30 000 €. Je n'ai jamais fait ce crédit. L'adresse de correspondance est celle de tes parents. Ils ont intercepté les courriers. L'argent a été versé sur le compte joint de Maëlys et Cédric. Et le remboursement? Ils payaient les mensualités jusqu'au mois dernier. Ils ont arrêté de payer. Tu es fiché à la Banque de France depuis hier, Soline. Interdit bancaire. Le monde s'est effondré autour de moi. Ce n'était pas seulement de la toxicité familiale. C'était un crime organisé. Mes parents, ma sœur, mon beau-frère, ils m'avaient volé, usurpé mon identité, ruiné mon crédit, et maintenant ils voulaient 185 000 € de plus pour couvrir la faillite totale de leur système de Ponzi familial. Cédric avait tout perdu au jeu et dans des arnaques crypto. Mireille avait trouvé les traces vers des plateformes de trading douteuses. Les usuriers étaient à ses trousses. Ils allaient lui briser les jambes, et mes parents étaient prêts à me sacrifier, moi, la fille forte, pour sauver le gendre prodigue. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Mireille. On a assez de preuves pour les envoyer en prison pour 10 ans. Faux, usage de faux, usurpation d'identité, abus de confiance. J'ai regardé l'écran. J'ai revu le visage de ma mère me traitant d'égoïste. J'ai revu le couteau de Cédric. J'ai senti une froideur métallique envahir mon cœur. La tristesse avait disparu. Il ne restait que le calcul. Je suis actuaire. J'analyse les risques. Et le risque de rester en contact avec ces gens était de 100% de mortalité. Je ne veux pas juste porter plainte, ai-je dit calmement. Je veux disparaître. Et je veux qu'ils paient le prix fort au moment où ils s'y attendront le moins. J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message à Maëlys, c'est bon. J'ai lancé le déblocage des fonds. On se voit vendredi à 14 h à la banque à Angers pour le virement. Préparez le champagne. Le piège était tendu. Les 48 heures suivantes ont été un tourbillon d'efficacité chirurgicale. J'étais en mode survie. J'ai d'abord appelé mon patron. L'offre pour Montréal, elle tient toujours? Bien sûr, mais le poste commence dans 1 mois. Je peux commencer lundi. Mais j'ai une condition, l'entreprise doit m'aider à obtenir un visa de travail en urgence et avancer les frais de déménagement. Je suis victime de violences domestiques et de menaces de mort. Je dois quitter la France. Le silence au bout du fil a été lourd. Puis, mon Dieu, Soline. D'accord. Je contacte les avocats de la boîte et l'immigration. Faites vos valises. Ensuite, j'ai liquidé ma vie.
J'ai contacté un brocanteur pour vider mon appartement. Tout doit disparaître ce soir. Je vous fais le lot pour 2000 €. Il n'en revenait pas, mais il a tout pris. Mon canapé, ma télé, mon lit. Je ne voulais rien garder de cette vie souillée. J'ai conduit ma Peugeot chez un concessionnaire rachat cash. J'ai bradé la voiture pour avoir de l'argent liquide immédiat. Le plus dur a été la banque. Avec l'aide de Mireille et de mon avocat, Maître Thierry, que j'avais engagé le matin même, nous avons ouvert un compte offshore légal au Canada et transféré l'intégralité de mes avoirs, mes 380 000 €, plus le fruit de la vente de mes biens. Puis, nous avons préparé le dossier pénal. Thierry a rédigé une plainte de 50 pages. Contre X, visant Cédric et Maëlys, pour extorsion et menace de mort. Contre Bernard et Chantal L pour vol, faux et usage de faux. Contre Maëlys L pour complicité de fraude bancaire. Soline, m'a dit Thierry en relisant le dossier. Une fois que je dépose ça au procureur, il n'y a pas de retour en arrière. C'est la bombe atomique. Vos parents iront probablement en garde à vue. Votre sœur aussi. J'ai pensé à la chambre d'enfant que je n'aurai jamais dans la maison de mes parents. J'ai pensé aux années d'humiliation. Déposé le vendredi à 14 h précises, ai-je ordonné. À la minute exacte où je suis censé leur donner l'argent. Pendant ce temps, je continuais à jouer la comédie par SMS. Maëlys, tu es sûre que ça marche? Cédric est super stressé. Moi, t'inquiète. L'argent est prêt. Je suis tellement heureuse d'aider la famille finalement. Maman, je savais que tu ferais le bon choix, ma chérie. On t'aime. On t'aime. Ces mots me donnaient envie de hurler. Ils n'aimaient pas Soline. Ils aimaient le chéquier. Le jeudi soir, j'ai dormi dans un hôtel près de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. J'avais pris le train depuis Nantes avec 2 valises. C'était tout ce qu'il me restait. J'ai regardé le plafond de la chambre d'hôtel. J'étais terrifiée. Et si Cédric me retrouvait? Et si le visa était refusé à la douane? Et si j'avais tort de faire ça à ma propre chair et mon propre sang? Mais alors, j'ai reçu un dernier message de mon père. N'oublie pas d'apporter ton chéquier aussi, au cas où le virement bloque. Et habille-toi bien, on ira fêter ça au restaurant après. Cédric a réservé. C'est toi qui invites, ah. C'est toi qui invites. Cette petite phrase a tué le dernier gramme de culpabilité en moi. Je n'étais qu'une vache à lait pour eux. J'ai éteint la lumière. Dors bien, Soline. Demain, tu renais. Vendredi matin. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'activité. Je me suis enregistrée pour le vol Air France AF 344 à destination de Montréal. J'avais pris un billet en classe affaires. Pour la première fois de ma vie, je me traitais comme une personne de valeur. À Angers, il était 13h30. Ma famille devait être en train de se préparer, mettant leurs plus beaux vêtements pour aller à la banque, s'imaginant déjà signer les papiers de la maison, ou plutôt, donner l'argent aux usuriers qui attendaient dans l'ombre. Je suis passé par la sécurité. Douane. Tampon sur le passeport. Je quittais l'espace Schengen. Je quittais leur juridiction. Je me suis installé au salon VIP, une coupe de champagne à la main. Il était 13h55. Mon téléphone a vibré. Cédric, on est devant la banque. Tu es où? Maman, Soline, on t'attend. Ne sois pas en retard. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert le groupe WhatsApp Famille Bonheur. J'ai tapé mon message. Mes doigts ne tremblaient plus. Je ne viendrai pas. Il n'y a pas d'argent pour vous. Il n'y en aura jamais. J'ai joint une photo. Un selfie de moi, souriante, le verre de champagne à la main, avec en arrière-plan la piste de décollage et l'avion. Puis j'ai envoyé un deuxième message. J'ai découvert le compte de grand-mère. J'ai découvert le crédit Sofinco. J'ai découvert les menaces de Cédric. À l'heure où je vous parle, mon avocat dépose une plainte pénale contre vous 4 pour escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux et extorsion. La police devrait arriver chez vous d'une minute à l'autre. Et enfin, je pars. Ne me cherchez pas. Si vous essayez de me contacter, ce sera considéré comme du harcèlement et aggravera votre cas. Adieu.
J'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai sorti la carte SIM de mon téléphone. Je l'ai brisée en deux et je l'ai jetée dans une poubelle voisine. J'ai imaginé la scène à Angers. Cédric qui devient blanc comme un linge, réalisant que les usuriers ne vont pas être payés et qu'il est un homme mort. Maëlys qui s'effondre sur le trottoir, réalisant qu'elle ne peut plus se cacher derrière sa grossesse. Mes parents, bouche bée, comprenant que leur vache allait vient de leur donner un coup de sabot mortel. À 14h05, alors que j'embarquais, mon avocat Thierry m'a envoyé un email sur ma nouvelle adresse sécurisée. Plainte déposée. Le commissaire a pris l'affaire très au sérieux vu les montants. Ils envoient une patrouille cueillir Cédric et vos parents. Bon voyage, Soline. Je me suis installée dans le siège en cuir large de la classe affaires. L'hôtesse m'a proposé une serviette chaude. Ça va, madame, a-t-elle demandé, voyant peut-être une larme solitaire couler sur ma joue. Oui, ai-je répondu en souriant sincèrement pour la première fois depuis des années. Je vais très bien. Je viens juste de perdre 80 kilos de poids mort. L'avion a décollé. J'ai regardé Paris s'éloigner, devenir minuscule. La France, mes souvenirs, ma douleur, tout disparaissait sous les nuages. J'étais libre. Cela fait 1 an maintenant. Montréal est magnifique sous la neige. Je travaille toujours comme actuaire, mais je ne suis plus la femme austère de Nantes. J'ai appris à dépenser un peu. J'ai un appartement cosy dans le quartier du Plateau, avec des murs colorés et beaucoup de plantes. J'ai rencontré Erwan. Il est chef cuisinier, breton expatrié comme moi. Il ne sait rien de ma fortune et il s'en fiche. Il m'aime pour mon humour, que j'ai redécouvert, et ma résilience. Je n'ai pas eu de contact direct avec ma famille, mais les nouvelles voyagent. Mireille et Thierry me tiennent informé. Le jour de mon départ, le chaos a été total. La police a arrêté Cédric devant la banque. Il avait sur lui des documents falsifiés. En garde à vue, il a craqué et a tout avoué, les dettes de jeu, les menaces, l'implication de mes parents. Les usuriers n'ont pas eu le temps de lui briser les jambes, mais la justice s'est chargée de lui briser sa vie. Il a pris 2 ans de prison ferme pour escroquerie et menace de mort. Maëlys a échappé à la prison car elle était enceinte, mais elle a été condamnée à du sursis et à une lourde amende. Elle est désormais interdite bancaire pour 5 ans. Elle ne peut même pas avoir un chéquier. Son mari en prison, elle a dû retourner vivre chez nos parents avec le bébé. Mes parents, c'est là que la justice poétique a frappé le plus fort. Pour rembourser le crédit Sofinco qu'ils avaient frauduleusement contracté à mon nom et éviter la prison pour eux-mêmes, ils ont dû vendre leur maison. Cette maison qu'ils aimaient tant, symbole de leur statut social factice. Elle a été vendue aux enchères judiciaires, bien en dessous de sa valeur. Ils vivent maintenant dans un petit étroit en location dans une banlieue triste d'Angers. Ils doivent supporter Maëlys et le bébé qui pleurent tout le temps, entassés les uns sur les autres, sans argent, sans honneur. Tout le voisinage sait ce qu'ils ont fait. La honte les a vieillis de 10 ans. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Elle avait été envoyée à mon avocat, qui me l'a scannée. C'était l'écriture tremblante de mon père. Soline, on a tout perdu. On est vieux, on est fatigué. C'était une erreur, on voulait juste aider ta sœur. Tu as gagné, tu nous as punis. Maintenant, aie pitié. Envoie-nous un peu d'aide. Juste de quoi payer le chauffage cet hiver. On est tes parents. J'ai relu la lettre en buvant mon café chaud, regardant la neige tomber sur le Mont-Royal. On voulait juste aider ta sœur. Même dans la défaite, il ne regrettait pas de m'avoir volé. Il regrettait juste de s'être fait prendre. Il justifiait encore le crime par l'amour sélectif qu'il portait à Maëlys. J'ai pensé au petit livret d'épargne de ma grand-mère. Ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était le geste. Ils avaient profané le seul héritage d'amour pur que j'avais. Je me suis levée et je suis allée vers la cheminée. J'ai imprimé la lettre. Je l'ai regardée une dernière fois. Je n'ai plus de parents, ai-je dit à voix haute. Je suis orpheline par choix. J'ai jeté le papier dans les flammes. Je l'ai regardé noircir, se recroqueviller et devenir cendre. J'ai senti une main chaude sur mon épaule. C'était Erwan. Tout va bien, a-t-il demandé. J'ai souri. Oui. Tout est fini. Je ne suis plus une banque. Je ne suis plus une victime.
Je suis Soline, et pour la première fois de ma vie, je suis riche de quelque chose qu'ils ne pourront jamais me voler, la paix. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'était dur à revivre, mais nécessaire. Et vous? Auriez-vous eu le courage de tout brûler derrière vous? Ou auriez-vous essayé de pardonner? J'aimerais vraiment lire vos avis dans les commentaires. Si cette histoire de justice et de libération vous a touché, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de Reddit. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est possible de dire non à une famille toxique. Prenez soin de vous, et surtout, protégez votre liberté. À très bientôt. This is going great. I'm doing so good. Have fun getting that Venom Lord icon. I don't know how It's to. not that hard. Venom's pretty fun. Assault their backline, press E, and then just grapple out, and then repeat for the whole game. Oh, I did What it! happened? I did it! Oh my god. I did it! He did it. Did it. I did the one shot ult combo! Oh, okay. It meant nothing. Oh my god. Oh my god. How do you get an angle on that? I've learned the Thor ult is useless now. Why can't I press X to swap sides? I want to swap sides so badly. Swap sides? Yes, like in Arc Raiders. Oh, I thought you meant like you want to switch teams. I was like, what? I know. Thank you, Jeff. Yay. Oh my god. Duck, what did he do to you? That's the second time he's done it to me too. What? Second time he's done it. He doesn't care. Wow, Moon Knight is. Moon Knight. Oh, what? Fuck, bro. I sure profane it. Oh wow, it's over. Bitch. Well, you can't expect to win them all. How'd you guys do? I think we're pretty good. So, how'd you guys do? 5v6 by the way. Who is he? Who is he talking to? Who are you? Who are you? Who are you? Tommy, I think Guys we've got learned. like the same stats. Yeah, I think we learned a valuable lesson here today. That I'm better than you and one Hawkeye? Yeah, I know. What? No. No. You only got 3 kills. The Deadpool got more than you. The game lasted like 5 minutes. Oh, so what? Were you supposed to get like? Well, maybe I got my like 20 something in like that 10-minute game. You got 3 and 5. Well, maybe my Venom was venoming. I coulda. I actually got the most damage blocked in the whole game in that 5 minutes. The tank's supposed to take 8 damage. Dogs him. Dox him? Yes. Okay, I'm on my way. Wait, what? This freaking loot box hero. Oh, I said Ah, I called his name NPC name, and he's like, I'm actually a good Thor. So I just So put, who now- are you? Now I'm doxing you. Yeah, you gotta dox him now. I know a you should guy. just put like random numbers. No, I know a guy. I know a guy. Let me get Turbo real quick. Oh my god. Crouch team to win this one. Watch me venom it. Quick. Who's Leo? Hey, don't fuck with Leo. Nah. I don't like hate Leo. Leo. Yeah. Then pick Deadpool. Fine. I want to be Deadpool.
Damn. Okay. He switched off of Deadpool. You're so mean. That's what I thought. I don't want to play him. I'll play Deadpool. Goofy, Leo. My strategy? Honestly, I'm just here for the chimichangas. Honestly, I'm just here for the chimichangas. Ready? ¿Dónde está Oh my God. Did you biblioteca? really start out at the circus before you joined the Avengers? Duck, do you know what that means? Something in Japanese or something like that. The acrobats, the elephants, the bearded lady. Oh, how about Filipino? you would have fit right in, Wade. Yeah, close. Battle starts in 5, 4, Cantonese. 2, Sure. 1. If it's not in Cantonese,